Messieurs, dames, bonjour. Nous allons maintenant nous pencher sur la littérature du clergé et de l'élite en Nouvelle-France. Nous allons donc voir des textes qui sont plus officiels et sérieux, d'autres qui sont plus personnels et nuancés, et enfin je vais vous présenter le premier énergumène, le premier rebelle de la littérature québécoise. Dans la veine des récits des explorateurs, des voyageurs comme Jacques Cartier et Samuel de Champlain, nous avons une série de récits plutôt historiques qui nous viennent et du clergé et de l'élite coloniale. Mais plutôt que de traiter de la découverte de nouveaux territoires ou de pays, ces récits portent davantage sur la colonisation elle-même d'un point de vue historique ou géographique, ainsi que sur l'évangélisation des Amérindiens, donc d'un point de vue plutôt ethnographique. Vous avez déjà entendu parler des relations des Jésuites, document très important, d'un point de vue historique du moins, mais il y aura toute une gamme d'écrits qui porteront des noms un peu semblables comme Histoire de la Nouvelle-France ou Histoire du Canada, par des gens comme le frère Sagard, c'est un religieux récollet, ou par des civils comme Pierre Boucher, qui sera le gouverneur de Trois-Rivières, et enfin une histoire de la Nouvelle-France très prisée par le père Charlevoix. Ici, vous vous posez la question, oui, la station de métro Charlevoix à Montréal porte le nom du père Charlevoix ici présent. D'ailleurs, plusieurs stations de métro montréalaises vont porter les noms de grands personnages de la Nouvelle-France, que l'on pense seulement sur la ligne verte, à Radisson, à Frontenac et à Cadillac. En parallèle à cette version plutôt encyclopédique de l'histoire, nous avons accès aussi à une version plus personnelle, plus nuancée, même plus critique parfois, avec les correspondances de certaines personnes qui habitaient la Nouvelle-France. Probablement la plus importante de ces personnes, je vais vous en présenter deux, est Marie Guyard, nommée aussi Marie de l'Incarnation, qui est son nom de religieuse. C'est elle qui va fonder la première école pour filles à Québec. Voulant d'abord évangéliser, convertir les petites Amérindiennes, elle devra par la suite s'occuper des filles françaises. Et c'est grâce à ces 13 000 lettres écrites à différentes personnes, dont à un fils dans une ancienne vie, pourrait-on dire, que l'on va découvrir les hauts et les bas de la colonie en sa compagnie. C'est elle notamment qui va nous donner une description assez élaborée du tremblement de terre qui a eu lieu à la ville de Québec en 1663. Mais au-delà de ces lettres, nous aurons aussi accès à certains dictionnaires, parce que Marie de l'Incarnation, vers l'âge de 50 ans, décide de s'adonner aux langues amérindiennes et elle va donc produire un dictionnaire français-algonquin-algonquin-français, ainsi qu'un dictionnaire iroquois et un catéchisme iroquois également. Marie de l'Incarnation, en plus d'être une travailleuse acharnée et une négociatrice hors pair, était une grande mystique. On le voit dans ses lettres où elle décrit la relation très profonde qu'elle a avec Dieu. Et c'est grâce à sa grande abnégation, à son sacrifice et à son dévouement qu'elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980, puis canonisée tout récemment par le pape François le 3 avril 2014. Elle est donc devenue maintenant Sainte Marie de l'Incarnation. La deuxième épistolière dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas une sainte, loin de là, mais c'est justement son côté humain qui me la rend sympathique et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui. Elle se nommait Élisabeth Bégon, elle était l'épouse du gouverneur de Trois-Rivières et lorsque celui-ci va mourir, elle va déménager à Montréal où elle va se lancer dans l'écriture de lettres à son gendre en Louisiane. Et c'est la narration des épisodes de sa vie qui rendent ces correspondances particulièrement intéressantes. Dans une lettre datée du 27 janvier 1749, elle se moque notamment d'un notable, M. de Longueuil, qui, à plat ventre devant M. le curé, le félicite de son sermon qui blâmait la présence des jeunes filles au bal. Or, que dit à ce propos Élisabeth de Bégon? Elle termine sa lettre ainsi. « Notez que dans le temps que ce Tartuffe parle, un Tartuffe c'est un hypocrite, toutes ces filles sont aux noces chez un habitant à la rivière des Prairies. Adieu, en voilà peut-être trop. » C'est cette dernière phrase qui est particulièrement intéressante et qui nous montre à quel point les correspondances sont importantes pour comprendre la colonie.
Jamais dans un ouvrage publié officiel, on ne se serait permis de se moquer de M. de Longueuil, mais lorsqu'on a accès à certaines correspondances où la censure n'a pas pu passer, on a déjà une meilleure idée des relations qui existaient donc dans la colonie. Finissons ce court aperçu de la littérature de Lilith en Nouvelle-France par un personnage qui ne se souciait pas, lui, de la censure et qui, au contraire, cherchait souvent la controverse, et j'ai nommé le baron de La Hontan. Grand voyageur, issu d'une famille noble, il se promène dans plusieurs pays, mais notamment parce qu'il se brouille avec les autorités de plusieurs pays et doit à plusieurs reprises s'exiler. Il tirera de ses nombreuses aventures 3 volumes, les nouveaux voyages de Monsieur le baron de La Hontan dans l'Amérique septentrionale, les Mémoires de l'Amérique et la suite du Voyage de l'Amérique, dans laquelle se trouve son texte le plus connu et qui s'intitule « Les dialogues avec un sauvage », qui est un dialogue fictif que La Hontan a inventé entre le narrateur, qu'on imagine être lui-même, et un chef du peuple Huron nommé Adario. Et c'est dans ces dialogues philosophiques que le baron de La Hontan se démarque de ce que les autres avant lui, ou en même temps que lui, écrivaient à propos de la colonisation. Plutôt que d'encourager ou de vanter la colonisation, il attaque la colonisation française et le pouvoir contraignant du clergé en vantant plutôt les valeurs et les coutumes du peuple huron. Bien avant Jean-Jacques Rousseau, célèbre philosophe français, il blâme le concept de propriété privée qui permet aux possédants de s'enrichir au détriment des pauvres qui sont jetés dans la misère, tout en ne rendant pas les possédants heureux, puisqu'ils deviennent craintifs, paranoïaques et suspecteront leurs parents et amis de vouloir les voler. Il oppose donc au mercantilisme européen la vie sociale égalitaire des Hurons qui, dit-il, leur permet d'éviter 2 grands écueils que vivent ses contemporains, c'est-à-dire l'ambition et l'avarice. Dans ces mêmes dialogues, le baron de La Hontan, qui est un libertin, on dirait aujourd'hui qu'il prône l'amour libre, dénonce l'institution catholique du mariage en la présentant comme un carcan liberticide à l'amour et admire en quelque sorte le peuple huron d'avoir ignoré ce genre de contraintes matrimoniales. Dans ces volumes, le baron de La Hontan est reconnu pour avoir une certaine crédibilité quant à l'exactitude de ce qu'il avance. Mais rappelez-vous, c'est un provocateur. On retient également de lui certaines allégations non fondées qui ont participé à sa renommée en Europe. Par exemple, il va accuser certains jésuites d'avoir des relations sexuelles avec des Amérindiennes et une controverse qui existe encore aujourd'hui, c'est lui qui va lancer la rumeur quant à la probité morale des filles du roi. Vous vous rappelez que les filles du roi sont ce groupe de jeunes femmes que l'on va recruter pour aller peupler la colonie. Or, La Hontan, pour garnir son texte de propos grivois et faire rire la galerie, va dire de ces femmes qu'elles étaient de petite ou de moyenne vertu, ce qui est l'équivalent de les insulter en disant qu'elles sont des prostituées. Il va aussi décrire leur arrivée en Nouvelle-France en disant que les plus grasses avaient été enlevées en premier et que les habitants allaient choisir leurs femmes comme on choisit des moutons dans un troupeau. Tout cela était faux, évidemment, mais la rumeur persiste même jusqu'à nos jours. Mais bon, maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez rendre hommage à ces femmes vertueuses qui ont participé à la construction de notre nation, et l'on se reverra dans la prochaine vidéo.